Bonjour Pascal, bonjour à Bonjour. tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point d'actualité consacré aux résultats semestriels d'Ipsen qui vient d'être publié. Nous allons donc revenir sur les éléments concernant Ikiavo, traitement de la cholangite biliaire primitive ou PBC, commercialisé par Ipsen depuis 2024. Pascal, avec près de 95 millions d'euros de ventes au deuxième trimestre, Ikiavo continue d'afficher une très belle dynamique commerciale dans la PBC. Ipsen vient même de doubler ses objectifs de vente avec des peak sales passant de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Comment expliquez-vous cette excellente performance jusqu'à ici? Comment interprétez-vous les nouvelles prévisions? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour GenFit? Oui, alors effectivement, c'est d'excellents résultats dans la droite ligne de ce que Ipsen avait déjà montré avec Elafibranor. C'est un produit qui a un profil clinique tout à fait adapté pour améliorer les patients atteints de PBC. Et sur cette base, c'est toujours par ça que ça commence, hein, la qualité du produit, mais sur cette base, Ipsen a fait un excellent travail, d'abord pour générer davantage de données scientifiques qui sont venues renforcer les données délatives, pour démontrer vraiment l'intérêt de ce produit dans la prise en charge du patient PBC, et puis également un excellent travail, toujours d'Ipsen, au niveau marketing, pour partager ces données scientifiques avec la communauté scientifique et puis les prescripteurs. Donc pour moi, c'est ça qui explique les dynamiques actuelles, et puis les résultats d'Elspire, qui sont d'excellents résultats, qui viennent booster de manière importante les perspectives pour Elafibranor, puisqu'en fait, on montre avec cette étude qu'une très large proportion de patients qui jusqu'à là n'étaient pas forcément toujours mis en seconde ligne, je parle des patients qui avaient un niveau d'ALP supérieur à la normale, mais qui restait en dessous du fameux 1,66 fois le upper limit of normal. Et en fait, dans cette population de patients, bien, Ipsen via Elspire montre que 85% peuvent être normalisés. Et donc, tous ces patients qui sont maintenant éligibles à ce traitement, ça peut potentiellement doubler le marché. Donc c'est évidemment extrêmement significatif et ça explique ces résultats plus la dynamique extrêmement positive d'Iqirvo que Ipsen, alors j'allais dire révise ses perspectives, c'est un peu plus que réviser puisqu'on double les perspectives avec 1 milliard d'euros de pixels, c'est évidemment considérable. On peut penser que si Ipsen donne ces perspectives, ils ont un niveau de confiance élevé dans le produit. Et évidemment, l'impact pour nous est extrêmement significatif à deux niveaux. Le premier, chacun l'aura bien compris, au niveau des royalties, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire, hein, ces niveaux de vente. Si Iqirvo atteint 1 milliard de ventes sur une année, c'est plus de 150 millions d'euros de royalties qui sont touchés par GenFit. C'est donc considérable. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, l'ensemble de nos dépenses opérationnelles, c'est significativement moins de la moitié de ce montant. Donc c'est extrêmement significatif. Alors les royalties d'un côté, mais bien sûr aussi les milestones ou paiements d'étape comme on dit en français. Je rappelle que lors de la signature de cet accord, on avait parlé d'un montant total de milestones potentiel de 360 millions d'euros. On a touché un petit peu plus de 100 à ce stade. Il en reste encore un peu plus de 250 à toucher. Donc évidemment, Elafibranor dans la PBC et les nouvelles qui ont été apportées entre les résultats d'Elspire et le changement de perspective d'aujourd'hui sont tout à fait significatifs pour nous. Merci Pascal. Passons maintenant à une autre indication potentielle pour Elafibranor, la PSC, ou cholangite sclérosante primitive. Plusieurs actionnaires se posent des questions concernant les royalties qui pourraient être associées aux ventes d'Iqirvo en cas de succès de l'étude de phase 3, actuellement menée par Ipsen. Pouvez-vous rappeler comment elle fonctionnerait ? Oui, alors en fait c'est assez simple, hein. L'accord qui a été signé en fait prévoit des royalties sur les ventes d'Iqirvo totales, toute indication confondue, toute géographie confondue. Donc pour être très clair, concrètement ce que ça signifie, c'est que si on est dans la dernière tranche pour le calcul des royalties, donc disons la tranche à 20%
sur les ventes d'Iqirvo dans la PBC, eh ben, les ventes incrémentales dans la PSC au premier euro seront à ce taux de 20%. Donc c'est les ventes totales qui comptent. Donc ça c'est pour le montant des royalties. Après, en termes de perspective pour la PSC, ben Ipsen a donné comme indication qu'il pensait que le potentiel du marché dans la PSC était en gros équivalent à celui de la PBC. Donc évidemment, là encore, extrêmement significatif pour nous. On vient de parler des perspectives dans la PBC. Donc si c'est les mêmes, et je dirais non seulement le potentiel est le même, mais en plus, à ce jour, Ipsen est le seul avec une phase 3 en cours. Donc évidemment, s'ils étaient seuls sur le marché, ils auraient une part de marché par définition de 100%. Merci Pascal. Et justement, en parlant de marché, certains actionnaires s'interrogent sur l'affirmation selon laquelle l'étude d'Ipsen est le premier et seul essai clinique global de phase 3 et mentionne Dr Falk Pharma comme un potentiel concurrent également bien avancé. Pouvez-vous clarifier la situation concurrentielle? Oui, alors c'est vrai que quand on parle de phase 3, moi je voulais dire phase 3 qui peut servir à l'enregistrement et notamment aux États-Unis. Donc l'étude qui est conduite par Ipsen est une étude dont le endpoint, l'objectif a été défini et discuté avec les autorités compétentes, en l'occurrence la FDA et l'IMA, et c'est un endpoint qui est sur vraiment des outcomes cliniques. C'est un composite d'événements cliniques, et c'est ça qui est considéré comme acceptable pour une approbation, notamment aux États-Unis. Par contraste, l'autre étude dont vous parliez est une étude qui en fait se focalise sur ce qu'on appelle des surrogates, en l'occurrence le niveau d'ALP. Or, la FDA a, à ma connaissance, dit très clairement qu'il n'envisageait pas de donner des approbations dans la PSC sur un surrogate sur l'ALP. Donc, à ma connaissance, le seul et unique étude de phase 3 qui peut servir à une approbation aux États-Unis est bien celle conduite par Ipsen. Merci Pascal. Nous avons également reçu plusieurs questions concernant la durée de protection d'Elafibranor. Pouvez-vous rappeler les principales échéances de brevet? Oui, alors je sais qu'il y a eu une petite confusion parce que on avait parlé de 2031 à un moment. Alors je pense que il faut distinguer ce qu'on appelle la data exclusivity, c'est-à-dire la protection réglementaire de la protection des brevets. Donc la protection réglementaire, effectivement, c'est 2031. Fin 2031 pour les États-Unis et 2034 en Europe. Mais la protection par les brevets, donc la protection d'Elafibranor dans la PBC, c'est 2037 aux États-Unis comme en Europe. Donc 2037, et puis là je parle uniquement de brevets qui ont été accordés, je ne parle pas des brevets en cours d'instruction, et donc 2037 peut également en plus être étendu via une procédure qui s'appelle PTE aux États-Unis ou SPC en Europe et qui pourrait nous amener sur du 2039. Mais aujourd'hui, dans nos analyses, ce qu'on retient, c'est donc 2037 pour les États-Unis comme pour l'Europe. Merci Pascal. Pour conclure, un mot sur le diagnostic de la MASH. À quoi les actionnaires peuvent-ils s'attendre? Alors, on est évidemment très, très excités par les perspectives avec notre technologie dans la MASH. On vient d'ailleurs tout récemment de voir un nouvel article de Litmus qui renforce une fois de plus le leadership de la technologie NIS pour identifier les patients à risque dans la MASH. Donc on a un produit dont on sait qu'il est excellent. Et je rappelle que le marché potentiel est énorme puisque rien qu'aux États-Unis, on dit en général entre 90 et 100 millions de gens qui seraient en droit de faire un diagnostic puisqu'ils auraient à la fois des enzymes hépatiques élevées et un facteur de risque tel que diabète, surpoids ou syndrome métabolique. Donc un marché potentiel colossal. Et puis évidemment maintenant le remboursement par Medicare ouvre la voie
à un remboursement beaucoup plus large de cette technologie sur le marché américain. Alors, à quoi s'attendre exactement? On a donné rendez-vous aux actionnaires et aux analystes à la rentrée. Aujourd'hui, on est en train de faire des études de marché. Ce qu'on veut bien comprendre, le potentiel n'est pas tellement en doute, hein. Je veux dire, les chiffres sont les chiffres, c'est assez clair que le potentiel à terme est vraiment important. Ce qu'on essaye de bien comprendre, c'est la vitesse à laquelle les ventes se développeront, puisqu'on pense qu'on va être sur une courbe un peu plus progressive que ce qu'on voit traditionnellement dans le médicament, de par les spécificités de ce marché diagnostique qui commence avec une approche LDT, puis passe à l'IVD et le monitoring qui arrivera plus tard. Donc c'est ce qu'on veut bien comprendre, et quand on aura bien cette dynamique-là, alors on donnera des perspectives plus claires pour tout le monde. Donc rendez-vous à la rentrée pour cela. Merci pour ces explications, Pascal. À bientôt pour un prochain épisode.